je m'appelle Isabelle Dubois, je suis conseillère stratégique au partenariat à la QCPE et aussi coordonnatrice du projet CARIC. Et bien donc, oui, je suis Véronique Pelletier, je suis conseillère en pédagogie à la QCPE. Je m'occupe d'enfants. Moi, je suis impliquée sur le projet CARIC depuis les tout débuts, donc bientôt 5 ans. Et je m'occupe aussi là, du transfert d'utilisation de connaissances là, au service éducatif. Donc, c'est ça. À toi, Isabelle. Oui, alors, en fait, je vous parle des débuts du projet CARIC. Le projet CARIC a été lancé en 2019, donc tout juste avant la pandémie. C'est sûr que ça a eu un impact quand même sur le déploiement du projet. Mais voilà, donc l'objectif général du projet CARIC, c'est de créer des environnements favorables en service de garde. Pour service de garde, pour nous, c'est CPE et bureau coordonnateur, donc aussi les RSGE. Pour l'inclusion des enfants ayant besoin de soutien particulier, donc ce qui inclut ceux qui vivent en contexte de vulnérabilité. Pour ceux et celles qui se questionneraient sur qu'est-ce que ça veut dire CARIC? CARIC, c'est un nœud marin. Donc, c'est vraiment une image pour illustrer qu'il faut tisser des liens ensemble, tous les partenaires de la communauté qui entourent l'enfant et sa famille pour favoriser son inclusion dans un service de garde. Alors, au début du projet, il y a eu une revue littérature qui a été faite pour identifier les dimensions clés à traiter si on voulait bonifier les pratiques en service de garde, donc de quoi on devait parler puis creuser un petit peu avec les services de garde concernés. Il y en a 4 qui ont été ciblés. Donc, la première dimension clé, c'est les pratiques d'inclusion, ce qui inclut les pratiques de gestion, mais aussi les pratiques éducatives. Après, il y a le partage d'observation, donc le partage avec la famille, le partage entre les membres de l'équipe et aussi le partage d'observation avec des partenaires externes, des ressources externes. Évidemment, le partenariat avec les parents se retrouve de toute façon au cœur là, du travail qui est fait en service de garde. Donc, on voulait vraiment miser sur cet aspect-là pour faciliter l'inclusion des enfants en service de garde, des enfants qui ont des besoins de soutien particuliers. Et finalement, la dernière dimension clé, c'est l'action intersectorielle. On en a entendu beaucoup parler aujourd'hui et c'est effectivement incontournable. Donc, comment il faut se mettre en lien, mais aussi comment on peut tisser des liens serrés entre partenaires pour vraiment mieux accompagner l'enfant et sa famille. Aussi, au tout début du projet, il y a eu une réflexion au sein de l'équipe sur le terme. Donc, on entend les enfants à défis particuliers ou donc, il y a certains temps qu'on entendait. Et l'équipe s'est penchée sur cette expression-là. Et bon, je vous laisse lire la définition, mais ça ressemble un peu à celle qui a été présentée ce matin par le ministère de la Famille. Mais c'est ça, donc, à l'interne, l'équipe a décidé de miser sur le soutien particulier qui est à apporter pour répondre aux besoins de l'enfant, plutôt que de se centrer sur une étiquette qu'on met à l'enfant. Donc, c'est vraiment les enfants présentent des besoins et comment on peut adapter notre soutien et leur apporter un soutien particulier pour répondre à ces besoins-là. Une des premières grandes actions qu'on a faites avec l'équipe, c'est une enquête pour mieux comprendre l'expérience du personnel éducateur et des RSGE en lien avec l'inclusion. En fait, on s'est dit qu'on voulait se rapprocher le plus possible dans un contexte COVID où on pouvait parler à personne, le plus possible du vécu de l'enfant. Et donc, avec nos partenaires, les RCPE, vous en avez nommé aujourd'hui, donc tous les RCPE là, qui sont les regroupements régionaux de CPE, et avec le soutien de M. Carl Lacharité et Claire Chamberlain, qui sont des chercheurs à l'Université de Montréal. Donc, on a monté un questionnaire pour venir mieux documenter, mieux comprendre l'expérience quotidienne du personnel éducateur. C'est une enquête pan-québécoise, fait qu'on a réussi à avoir des données partout au Québec, dans toutes les régions. On a eu 2587 répondantes au total, 1800 éducatrices, éducateurs en CPE et 784 RSGE.
Ça nous a permis d'avoir vraiment beaucoup de données. Fait que je vais vous présenter vraiment un très court résumé, mais le rapport est disponible en ligne. On est arrivé avec des données quantitatives et beaucoup, beaucoup de données qualitatives aussi. Donc, en résumé, ce qu'on a appris dans cette enquête-là, le premier élément, c'est qu'une des grandes, je ne vais pas dire frustration, mais tension que le personnel éducateur vit au quotidien, c'est de répondre à des besoins individuels dans un contexte de groupe. Le fait d'avoir plusieurs enfants, l'impression d'être équitable, égal, de devoir gérer ou accompagner un enfant plus spécifiquement quand on en a 8 autres, 7 autres de l'autre côté, c'est vraiment l'enjeu qui est le plus ressorti du point de vue de l'action éducative, de ce qui est fait auprès des enfants. Un autre élément qui a été bien intéressant de connaître, c'est tous les enjeux en lien avec le partenariat avec les parents. Le partenariat avec les parents, c'est une valeur de notre réseau. Presque 100% du personnel éducateur des RGE nous ont dit que c'était essentiel. Par contre, c'est avec ces personnes-là que c'est le plus difficile de partager des observations à propos de nos préoccupations. Lorsqu'on a des préoccupations auprès des enfants, c'est beaucoup plus difficile de le faire avec les parents qu'avec les autres professionnels à même notre organisation ou avec les professionnels de l'externe. Ça se passe relativement assez bien. C'est vraiment de le faire avec les parents que ça semble plus difficile. Et les moments où il y a un écart entre les préoccupations du personnel éducateur et les parents, c'est aussi avec ces personnes-là qu'il y a le plus de défis et d'enjeux. Habituellement, avec les professionnels des autres réseaux et à l'interne, ça se passe relativement assez bien. Donc, c'est une valeur, c'est important, mais après ça, quand on arrive dans la mise en pratique, ça semble être un défi. Le partenariat intersectoriel, on est à peu près à la même chose, c'est-à-dire qu'on y croit, on est content, les valeurs, on est content. Ça va bien, on y croit, mais quand on arrive sur le terrain, dans des actions précises auprès des enfants, c'est là que ça échoppe. Donc, on a des statistiques qui sont beaucoup moins élevées. Ça, c'est un exemple un peu des tableaux qu'on retrouve dans le rapport. Je vous ai mis le lien, c'est disponible sur Internet. Vous allez pouvoir voir le détail de tout ça. Suite à l'enquête, on s'est lancé dans des accompagnements individuels, c'est-à-dire qu'on a suivi 20 CPE sur une période de 2 ans. Où, dans le fond, on les rencontrait toutes les semaines, on a travaillé, on a impliqué des choses, on a essayé de comprendre leurs pratiques et ça nous a permis de ressortir des apprentissages, c'est-à-dire des ingrédients ou des points communs de ces services de garde-là qui vivent des grandes réussites en lien avec l'inclusion. Donc, je vous ai fait un très court résumé. Encore là, il y a beaucoup plus de stock que ça, mais des éléments qui semblent avoir des effets très positifs pour les services de garde qui ont des grandes réussites au niveau de l'inclusion, c'est que toute l'équipe et les parents et le CA, tout le monde a une vision claire de comment ça se vit l'inclusion, des rôles, de qui fait quoi. Il y a des procédures qui sont testées, qui sont claires, qui sont mises en œuvre par toute l'équipe. Quand on parle de détection, quand on parle de comment on travaille avec les partenaires, procédure d'accueil, on accueille un nouvel enfant, qu'est-ce qu'on fait? Quand ça ne marche pas, qu'est-ce qu'on fait? Qui on va voir? Fait, c'est des choses qui sont en commun dans les services de garde, que ça fonctionne bien. Formation continue, bien entendu, pour le personnel. Des approches pédagogiques plus ouvertes. On s'est rendu compte qu'il y a des approches pédagogiques qui sont déployées en service de garde qui parfois ne sont pas au service de l'inclusion ou rendent plus difficile la mission d'inclusion des services de garde. Bien entendu, le partenariat avec les parents et des partenaires de qualité. De tout ça, en fait, on a ressorti les apprentissages, on les a ramassés, formatés, on a dit, écoute, si ces services de garde-là sont capables de le faire, tous les services de garde devraient être capables de le faire. Donc, on a pris ça, on a formaté ça et on a développé du contenu là, qui va être déployé là, très bientôt. Alors, Isabelle, je te laisserai la parole. Oui, je vais tenter de partager, mais je ne sais pas s'il faut que tu arrêtes ton propre partage avant. OK. Donc, je vous montre en fait avant de partager, je vais juste vous dire, on a à la lumière du projet, de nos apprentissages, de ce que les services de garde nous ont partagé comme expérience, comme outil, etc. On est en train de monter une page web sur l'inclusion en service de garde, donc de réunir de l'information, des éléments clés sur l'inclusion. Et à l'intérieur de ça, on a monté ce qu'on appelle la trajectoire carrée. Donc, ça dont on a entendu parler ce matin.
sur justement qu'est-ce qu'on a à réfléchir, qu'est-ce qu'on peut mettre en place si on est un service de garde, qu'est-ce qu'on peut faire. Et à l'intérieur de cette trajectoire-là, on va pouvoir trouver des outils, des inspirations, des exemples, des gabarits vides. Donc, pour pouvoir un peu guider un service de garde sur qu'est-ce qu'il peut faire pour bonifier ses pratiques. Je vous montre une page, c'est un site bêta, donc il y a encore des transformations, des changements à faire. Ce n'est pas final et donc ce n'est pas encore accessible. Ça va l'être d'ici peut-être 2 semaines. Donc, c'est juste pour vous montrer un peu ça va être quoi cette trajectoire. Alors, est-ce que vous voyez bien mon écran? Je regarde s'il y a des têtes qui... Oui. Alors, ce sera notre site qu'on va retrouver et la trajectoire est ici. Donc, on pourra voir la trajectoire avec ces 4 grands morceaux qui s'emboîtent. Donc, à travers un enfant qui va entrer dans un service de garde, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais même avant qu'un enfant entre dans le service de garde, on peut préparer son service de garde. On en a parlé aujourd'hui beaucoup, des politiques d'inclusion, d'avoir une vision claire, de la partager avec son équipe, donc de mettre certaines choses en place pour que le service de garde devienne plus inclusif. Donc, on pourra parcourir éventuellement ces 4 morceaux-là. Puis à l'intérieur, c'est là qu'on va retrouver toutes sortes d'outils qui restent à être insérés et aussi on va pouvoir retrouver des vidéos sur soit des milieux familiaux ou soit des CPE qui ont mis des choses en place et qui nous en parlent par le biais d'une vidéo. Ce qui est chouette dans la trajectoire de service, c'est qu'on va retrouver autant des choses qui vont s'adresser aux gestionnaires. Quand on parle de politique d'inclusion, des outils réflexifs, quand ils voient dans leur liste d'attente un dossier d'un enfant qui a des grands besoins, c'est quoi les questions qu'il doit se poser? On va avoir des choses aussi pour le personnel éducateur on va parler de planification des outils en lien avec ça, l'action éducative au quotidien, comment tu intègres les recommandations des professionnels de la santé à la planification de l'éducatrice qui est titulaire du groupe pour qu'on soit vraiment dans le mot qu'on utilise, c'est la synchronicité, que les enfants vivent autant, le plus qu'on peut, toutes les choses en même temps, peu importe leurs besoins. Et le dernier aspect, on parle de la transition scolaire chez les enfants qui ont des besoins de soutien particuliers. On valorise beaucoup l'expertise aussi des autres organisations. On amène les gens à aller vers les sites des autres organisations qui ont des expertises plus spécifiques. Et on parle aussi de fin d'entente de service parce que c'est quelque chose qui arrive dans les services de garde, mais de bien expliquer dans quel cadre aussi ça se fait et des outils aussi pour les gestionnaires pour nourrir leur réflexion. Donc, c'est ça. À suivre. Oui. Alors, si tu peux remettre la présentation, Véronique. Je vais terminer en vous disant, parce qu'en fait, on ne vous a pas parlé des activités en cours là, dans le projet, parce qu'il y en a tellement que je pense qu'on pourrait passer le reste de l'après-midi à en parler. Alors, on a, dans la dernière année, là, il y a eu beaucoup d'actions de sensibilisation, d'information qui sont envoyées vers le réseau. On offre toutes sortes d'ateliers, des communautés d'apprentissage aussi pour peut-être mettre des pratiques au jeu puis amener certains changements de pratiques. Alors, on a offert aussi des dîners-causeries, toutes sortes d'activités justement pour mettre de l'avant l'inclusion. Et on a mis en place aussi 5 expérimentations à travers le Québec. Ces expérimentations-là, si tu peux revenir juste à la diapo avant, Véronique, c'est ça, c'est l'objectif général, c'est de développer des nouveaux mécanismes de liaison, des stratégies diversifiées pour soutenir l'inclusion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire comment on peut mieux travailler avec ses partenaires à l'intérieur du service de garde, mais aussi avec ses partenaires pour faire en sorte que l'expérience de l'enfant et de la famille soit enrichissante, positive, du début de l'intégration vers quelque chose qui est beaucoup plus inclusif et éventuellement là, que l'enfant puisse rester dans un service de garde. 5 expérimentations, donc comme je disais, il y en a une à Montréal dans le quartier Côte-des-Neiges avec l'organisme La Maison Bleue, qui est un organisme en périnatalité sociale. Je dirais qu'il y a à peu près 100% des familles qui fréquentent la Maison Bleue qui vivent dans un contexte de vulnérabilité. Alors, là, on a mis des services de garde de Côte-des-Neiges avec la Maison Bleue, des professionnels de la Maison Bleue, on les a mis en contact.
Puis là, ils ont noué des liens pour dire, OK, si moi, j'ai une famille à la Maison Bleue qui dit, oui, j'aimerais ça envoyer mon enfant dans un service de garde, comment on peut les accompagner, tout le monde, pour faire en sorte qu'on connaisse mieux l'enfant, que le service de garde connaisse mieux ses besoins et qu'on puisse mieux évaluer ce dont on a besoin pour faciliter l'inclusion. Ensuite, on a les Villas de Lumière, qui est un projet totalement différent, donc qui est l'implantation d'un continuum de services en orthophonie communautaire. C'est des partenaires qui étaient extrêmement mobilisés par rapport au développement du langage et de la communication chez les jeunes enfants. Et donc, comment on peut se développer un langage commun, comment on peut utiliser des outils communs et aussi avoir une offre de services complète et que la famille et l'enfant puissent circuler à travers cette offre-là. Et évidemment, quand l'enfant fréquente un service de garde, bien, il y a d'autres ressources qui existent dans la communauté et comment on peut référer donc la famille et l'enfant. La Gaspésie, c'est un autre angle. Donc, on retrouve en Gaspésie des enfants d'expression anglaise et selon les données de l'ECDEM, ils sont vulnérables dans au moins une sphère de développement à 50%. Il y a un enfant sur deux qui est vulnérable dans son développement quand il entre à la maternelle. Donc, on s'est dit comment on peut mieux accompagner les familles vers parfois des services de garde francophones, comment on peut mieux travailler aussi avec les organismes communautaires il y en a là-bas qui accompagnent les familles d'expression anglaise. Donc, comment travailler en étroite collaboration pour faire en sorte que la famille puisse bien comprendre dans quoi elle s'inscrit, bien comprendre les services de garde, puis aussi s'approprier certaines données, certains outils, certaines procédures. Donc, c'est un projet qui est en cours, super belle mobilisation là-bas. Très, très, très belle mobilisation. On a un autre projet aussi dans le Haut-Saint-François en Estrie. Dans un quartier, donc le Haut-Saint-François, c'est quand même un taux de défavorisation assez important. On a des organismes communautaires, la périnatalité sociale, des services de garde, la santé qui est un grand leader dans ce projet-là. Donc, ils se questionnent présentement sur leurs pratiques, sur comment on peut mieux entrer en contact, comme mieux travailler ensemble à faire en sorte que l'enfant ait une réponse à son besoin le plus tôt possible dans son développement. Et le dernier projet, qui est un projet sur la Côte-Nord, donc qui a été amorcé d'une façon, donc sur la Côte-Nord, il y a malheureusement un taux de négligence et de maltraitance et de négligence assez très élevé au Québec, très élevé. On a aussi des données de l'ECDEM qui sont très inquiétantes pour les jeunes enfants. Donc, on s'est dit, ben, là-bas, la nature est luxuriante. Alors, est-ce qu'on pourrait peut-être proposer une approche pédagogique qu'on offre à la QCPE, qui est ALEX, l'éducation par la nature? Alors, est-ce que l'éducation par la nature peut être un levier pour ces enfants-là? On a parti ça vraiment comme un projet un peu pilote d'expérimentation. Et là, maintenant, c'est en train de se transformer en projet de recherche qu'on mène en collaboration avec l'équipe de Caroline Bouchard à l'Université Laval. Donc là, on est vraiment dans les premières armes avec le projet de recherche, mais à l'automne, fin de l'été, début de l'automne, on va mettre en place les actions concrètes dans les différents CPE qui ont levé la main pour participer à ce projet de recherche. Alors, je termine rapidement en vous disant que l'année prochaine, on a encore, c'est la dernière année du projet parce qu'on est on est financé par notre bailleur de fonds, la Fondation Lucie André Chagnon. Donc, c'est une dernière année pour le projet, mais évidemment que la question de l'inclusion va demeurer au cœur de nos préoccupations et qu'après le projet, on va poursuivre nos activités. Donc, on poursuit nos collaborations au sous-chantier numéro 6 du MFA là, qui est abordé ce matin. On est très actifs sur ce sous-chantier-là. On va avoir aussi une caravane pédagogique qu'on appelle, donc c'est pour créer l'image que nous allons être nomades et nous allons nous déplacer vers les régions pour aller à la rencontre du personnel éducateur, des gestionnaires, des RSGE, des bureaux coordonnateurs pour parler inclusion. On va avoir aussi la page CARIC que je vous ai montré brièvement tout à l'heure qui va être disponible. Et évidemment, on a une offre de service là, à l'année qui est disponible pour les membres CPE et bureaux coordonnateurs. Alors voilà, merci beaucoup.
Merci beaucoup pour la présentation. C'est très inspirant à chaque fois de voir à quel point le projet grossit, grossit, grossit.